Madame, Monsieur, bonsoir. La France se prépare aux législatives. Jacques Chirac, réélu à plus de 80%, devrait, pour faire sienne la victoire du 5 mai, remporter les législatives pour une majorité au Parlement. Mais rien n'est encore joué entre une gauche qui, après la débâcle du premier tour, tente de resserrer les rangs et passe à l'offensive, et une extrême droite qui possède un socle électoral de 20%, un score confirmé au second tour pour Jean-Marie Le Pen, malgré la vaste mobilisation pour faire rempart au Front national. Tant de questions se posent donc à la veille de ce scrutin et que nous aborderons avec l'ambassadeur de France en poste à Rabat, à savoir s'il y a risque d'une nouvelle cohabitation. Le Front national peut-il s'imposer au Parlement avec un groupe parlementaire? Quelle politique pour une meilleure intégration des jeunes issus de l'immigration alors que l'insécurité est la priorité de ce nouveau gouvernement? Avec M. Frédéric Grasset, nous évoquerons également les relations entre Rabat et Paris et le rôle de la France dans la région du Maghreb. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Une toute première question, d'abord, on était l'idée, Jacques Chirac, grand vainqueur donc de l'élection présidentielle avec plus de 82% face à Jean-Marie Le Pen. On ne peut cependant oublier le choc du premier tour. Pourquoi est-ce que les grands partis traditionnels, à savoir donc le PS et le RPR, ne sont pas arrivés à convaincre la majorité des Français de leur politique? Le premier tour de l'élection présidentielle a représenté effectivement un séisme dans la vie politique française. Pour la première fois, le candidat de l'extrême droite est arrivé avant le candidat de la gauche, ou le candidat le plus représentatif de la gauche parlementaire. Alors qu'on s'attendait justement Alors qu'on s'attendait à une inversion et qu'on s'attendait à un deuxième tour opposant le président de la République et le Premier ministre, M. Jacques Chirac et M. Lionel Jospin. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a eu, en dehors de la mécanique électorale, des divisions de chaque camp, des divisions de la droite parlementaire, des divisions de la gauche, il y a eu un vote de protestation de la part d'une frange non négligeable de l'opinion française, et ce vote de protestation a éclaté comme une espèce de bombe dans le paysage politique. Le résultat, c'est que de grandes interrogations sont nées sur l'équilibre politique de la France, sur ses valeurs, sur son avenir. Je crois que ces interrogations ont été levées par le deuxième tour. Mais monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que cela vient du fait aujourd'hui qu'on ne distingue plus un discours politique de droite et de gauche? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un discours politique de droite et un discours politique de gauche. Et que les partis politiques sont porteurs de ces valeurs. Ils sont porteurs dans leur programme, ils sont porteurs dans leur idéologie, ils sont porteurs dans leurs espérances, ils sont porteurs de ces valeurs. L'opinion ne s'y trompe pas. Et on ne peut pas dire qu'il y ait eu une confusion des esprits. La confusion des esprits, elle a été voulue et entretenue par ceux qui y avaient intérêt, et en particulier par l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui a mis en avant le thème de la confusion. C'est l'extrême droite qui a mis en avant le thème de l'amalgame entre le président de la République, le Premier ministre, entre la gauche, entre la droite. Mais ça n'est pas vrai. Mais n'empêche que l'extrême droite a aujourd'hui 20% de l'électorat français. Donc, est-ce que, bien sûr que les politiques donc, en ont tiré une leçon, est-ce qu'aujourd'hui ils vont tenir compte des attentes et des aspirations de ces 5,5 millions de Français qui ont voté pour Jean-Marie Le Pen? Il y a quand même deux réserves que je voudrais faire. La première, c'est que M. Le Pen a obtenu 17,9% au deuxième tour. Donc on n'est pas à 20%. C'est une petite correction arithmétique, vous me permettrez de la faire, parce qu'elle a quand même son importance. Son importance, c'est que M. Le Pen n'a fait que 50 000 voix de plus au deuxième tour que son score du premier tour. Donc, je qualifierais ça de marginal. La progression est marginale. La deuxième correction que je voudrais faire, si vous le permettez, Madame Chouard, c'est ce qu'on appelle la lepénisation des esprits. Mais permettez-moi de vous dire qu'au premier tour, Jean-Marie Le Pen a obtenu donc les 18 qui ont été confirmés pour le deuxième tour, malgré la vague de protestation, les slogans et la mobilisation. Je vous l'accorde, mais on n'est pas à 20%. Bien. Et je voulais quand même faire cette petite réserve, parce qu'elle a son importance pour la suite des opérations, et en particulier
pour les élections législatives. Mais revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est les valeurs. L'essentiel, c'est la projection. L'essentiel, c'est l'état d'esprit. Et je voudrais, si vous le permettez, Madame Swartz, m'insurger un peu contre l'expression la l'eupénisation des esprits. Je ne crois pas que la France soit l'eupéniste. Je ne le pense pas. D'ailleurs, les chiffres le prouvent. Lorsque vous avez une mobilisation aussi puissante, aussi importante, aussi forte au deuxième tour sur la personne, les idées, la personnalité de Jacques Chirac, on ne peut pas dire que la France soit l'eupéniste. Alors, selon vous, c'est plutôt un vote sanction? Il y a eu un vote sanction, probablement. Il y a eu un vote sanction, il y a eu un vote qui est une sorte d'explosion, de mécontentement, d'explosion également d'impuissance. Alors, comment maintenant les partis vont s'organiser pour les législatives? Comment mobiliser l'électorat et comment les faire adhérer au discours aussi bien de droite que de gauche? Il faut que les partis remettent en avant l'essentiel, c'est-à-dire leurs valeurs, leurs programmes, et qu'ils les assoient sur une crédibilité de leurs candidats et une crédibilité de l'échéancier qu'ils proposent pour régler un certain nombre de problèmes qui sont ceux de la société française. Ces problèmes, ils ont été abondamment décrits par les candidats à l'élection présidentielle. Ces problèmes sont aujourd'hui la trame du discours des partis politiques. Ces problèmes sont clairs. Il s'agit de rétablir un certain nombre d'éléments du dialogue républicain, du dialogue social. Il s'agit également de moderniser l'instrument de production français, de moderniser son système administratif. Et lorsque le président de la République a parlé des trois piliers de l'action, c'est-à-dire le dialogue social, la sécurité et la libération des énergies, on est là sur un tripode qui constitue un programme moderne pour notre pays. Alors déjà, justement, ce nouveau gouvernement, à peine donc à la tâche, prend donc défini comme priorité l'insécurité, on y reviendra. Mais comment, d'abord, on l'a dit, on est à la veille de législatives, le jeu des alliances reste possible, droite-gauche, ou encore droite-extrême droite, sinon c'est compliqué davantage la carte politique française. On redoute les triangulaires. Comment, selon vous, cela peut se passer? Écoutez, le seul triangle vertueux aujourd'hui, c'est celui dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, en réalité, le dialogue social, la libération des énergies et la sécurité. Alors je les mets dans un ordre qui est celui-là, mais ils peuvent être également tournés dans un autre ordre. On peut parler de la sécurité, on peut parler du dialogue social, on peut parler de l'énergie créatrice. Bien. Ça, sur ce triangle, je peux me prononcer, parce que je crois qu'il constitue effectivement une réponse à nos problèmes. Sur les triangulaires des élections législatives, chère Madame Swartz, ça c'est une question dont je n'ai pas la réponse. C'est une question qui concerne chaque électeur. C'est une question qui concerne les états-majors des partis. C'est une question qui concerne finalement et fondamentalement la conscience de chacun. Est-ce qu'il n'y a pas risque justement d'une nouvelle cohabitation qui est aujourd'hui décriée aussi bien par la droite que par la gauche? Alors, le risque, les deux termes risque et cohabitation comportent déjà en eux-mêmes une charge politique et une charge idéologique sur laquelle je ne m'étendrai pas personnellement. Nous avons une constitution, nous avons des institutions, et bien la constitution et les institutions joueront de la façon dont les électeurs les feront jouer. Alors, ça c'est un premier point, parce que c'est très important qu'il n'y ait pas de confusion. La confusion viendrait du fait qu'on considérerait que les institutions françaises sont condamnées à fabriquer de la cohabitation ou pas de la cohabitation. Là, je crois qu'il faut laisser le calendrier politique jouer et que les électeurs décident quelle est la majorité qui viendra. Parce que, monsieur l'ambassadeur, il ne faut pas oublier non plus que M. Jacques Chirac a été élu à 18% au premier tour, avec 18% de voix au premier tour. C'est le score le plus bas pour un président. Probablement, statistiquement, c'est le score le plus bas, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais ce qui est important également, c'est qu'il y a une dynamique qui a été créée. Il y a eu également ce séisme politique, ce coup de semonce très fort dans l'opinion française. Est-ce qu'il ne va pas entraîner également des conséquences de fond sur les élections législatives? Est-ce que les électeurs ne vont pas,
j'anticipe pas le vote des électeurs, mais je m'interroge tout simplement sur le fait que les électeurs pourront également avoir en mémoire ce qui s'est passé au premier tour de l'élection présidentielle et au deuxième tour de l'élection présidentielle. Autrement dit, la dynamique qui a été créée par la campagne du deuxième tour et les résultats du deuxième tour peut aussi, d'une certaine façon, se retrouver. Dans quel sens? Je n'en sais rien. Est-ce que ça jouera de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche? Aujourd'hui, personne ne peut le dire. Personne. Monsieur l'ambassadeur, le président Jacques Chirac, dès son élection, a parlé de la France comme un pays uni et non une juxtaposition des communautés. Or, l'intégration telle que définie en France se limite davantage au droit à la nationalité. On a l'impression quand même que le social et l'économique ne suivent pas. Donc, comment parvenir aujourd'hui à l'égalité des chances pour les Français d'origine maghrébine? C'est un grand sujet. C'est un vrai sujet. Parce que c'est un sujet de civilisation au sens global du terme et que c'est un sujet qui concerne également chacun d'entre nous. Chaque individu, chaque famille est concerné par cette affaire. Lorsque le président de la République a parlé d'intégration, il a mis en avant le mot qui est le mot fondateur de la République. La République est une machine à intégrer, c'est un symbole d'appartenance. Et si ce symbole d'appartenance est affaibli ou bafoué, la République ne peut pas fonctionner. On l'a vu d'ailleurs hier, au moment du match de football encore, le président de la République a fait ce qu'il a ressenti profondément. En dehors. Il faut le préciser, quand l'hymne français a été donc sifflé par des matchs. C'est ça l'intégration. C'est ça l'intégration. C'est le respect des valeurs communes. Et ce respect des valeurs communes, il s'adresse à tout le monde, et tout le monde en est comptable, tout le monde en est dépositaire. Alors, la République a été fondée là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons sur notre sol des communautés qui sont des communautés qui apportent à notre pays une richesse, une présence humaine, des valeurs, une civilisation, une religion différente. Alors, selon vous, est-ce que les dirigeants politiques ne devraient pas avoir une politique plus volontariste pour mieux intégrer justement ces jeunes des banlieues qui sont des Français peut-être immigrés de troisième génération? Mais probablement, parce que l'acquisition de la nationalité n'est pas le Graal absolu, n'est pas ce que l'acquisition de la nationalité. Absolument. Alors, et je me permettrai de vous faire remarquer qu'à aucun moment dans la campagne électorale, le président de la République, et qu'à aucun moment, je pense, dans la campagne électorale et législative, il ne sera question d'une remise en cause des acquis, il ne sera question d'une remise en cause de la loi sur la nationalité, sur le regroupement familial. Il ne faut pas confondre immigration et délinquance. Malheureusement, l'amalgame est souvent fait. Oui, mais il est fait par des esprits. Encore une fois, il est fait par des esprits qui ont intérêt à le faire. Alors, il est fait par les mêmes esprits que ceux qui vous disaient ou qui nous disaient qu'entre M. Chirac et M. Jospin, c'est la même chose, entre la gauche et la droite, c'est la même chose. Non, ça n'est pas la même chose. Et l'intégration, ça n'est pas la même chose. Mais concrètement, Monsieur l'ambassadeur, dans certaines banlieues, les jeunes troisième génération sont très actifs dans le domaine de l'associatif au niveau local, mais ils n'arrivent jamais à intégrer le champ politique français. Ils sont toujours, comme on dit, des acteurs de seconde zone. Est-ce qu'aujourd'hui, les instances politiques ne devraient pas faire un effort pour justement intégrer ces jeunes dans leur cercle, dans le cercle de leur donner un rôle? Mais probablement. Il faut bien voir les deux niveaux. Il y a un niveau de la responsabilité collective et globale des institutions, qu'elles soient politiques, administratives, et puis il y a le niveau de l'ascension personnelle de chacun, c'est-à-dire de ses mérites, de ses capacités, de sa volonté, de sa vision de la société. Alors, il faut que les deux choses se retrouvent. Et je crois qu'il ne faut pas non plus mettre trop l'accent sur ce qui ne va pas, sur les dysfonctionnements, sur le fait qu'il y a, c'est vrai, de la délinquance, il y a de l'insécurité. D'abord parce que la délinquance et l'insécurité, elles touchent essentiellement les banlieues dans lesquelles vivent ces populations. C'est elles qui en sont les premières victimes, n'est-ce pas? Donc ça, je crois qu'il faut bien regarder les choses dans cette perspective. Le deuxième axe de travail sur ce problème très important de l'intégration, de l'identité, car c'est au fond un problème d'identité, c'est celui de la tolérance.
La tolérance constitue des valeurs essentielles de la République, une des valeurs essentielles de démocratie, et il appartient au gouvernement, il appartient aux institutions de la faire respecter. Et si elle n'est pas d'abord dans les esprits et dans les cœurs, et ça c'est un problème d'éducation, c'est un problème de valeurs fondamentales, eh bien la législation ne peut apporter que ce qu'elle peut apporter. Alors le Maroc est allié et ami de la France, la coopération qui est jamais démentie, sauf sous l'ère Mitterrand où il y a eu quelques coups de froid. Est-ce que Paris va aider le Maroc à trouver un règlement aux problèmes régionaux? Écoutez, sur les relations entre la France et le Maroc, moi j'inverserais votre proposition. Je dirais d'abord amis et ensuite alliés. Parce que ce qui caractérise notre relation, c'est d'avoir une grande confiance. Et cette confiance ne peut au fond s'éprouver. D'ailleurs, le Maroc s'est énormément réjoui de la réélection de M. Ne peut s'éprouver que dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, nous avons senti effectivement une grande amitié de la part du Maroc. Et c'est très encourageant, c'est très rafraîchissant pour nous. Alors, elle va dans l'autre sens, c'est-à-dire que maintenant que l'épreuve est terminée, enfin partiellement terminée, il faut qu'il y ait encore il y a quelques échéances politiques qui doivent être assurées, il faut que la réciproque soit vraie. C'est-à-dire que la France continue avec le Maroc, mais je n'ai aucun doute là-dessus, continue à développer cette grande politique de coopération. Alors, une toute dernière question, monsieur l'ambassadeur. M. Javier Solana a appelé pas plus tard qu'hier l'Union européenne à s'ouvrir davantage aux exportations en provenance du Maghreb. Le Maroc exporte majoritairement vers la France, mais aussi vers les pays de l'Union. Quelle réponse peut apporter aujourd'hui la France, qui joue un rôle essentiel au cœur de l'Union, donc à l'appel du commissaire européen? Écoutez, c'est une réponse positive, par définition, que la France apportera à cette interrogation de Javier Solana. Parce que les esprits également ont évolué sur des thèmes essentiels. Aujourd'hui, on considère que l'accès au marché pour des pays qui sont d'un niveau économique différent de ceux de l'Union européenne, l'accès au marché est un point fondamental du développement. Et que, aussi bien dans les produits industriels que dans les produits agricoles, nous aurons effectivement une volonté de développer l'accès au marché des pays du Maghreb. D'ailleurs, si nous avons conclu, si l'Union européenne a conclu ces accords d'association tant avec le Maroc qu'avec l'Algérie et la Tunisie, ce n'est pas naturellement pour fermer ces marchés. C'est au contraire pour les ouvrir et pour instaurer ce grand commerce qui sera celui de la Méditerranée du XXIe siècle. Et vous verrez que la Méditerranée du XXIe siècle, elle sera aussi brillante que celle du XVe et du XVIe siècle. Mais on peut quand même relever qu'entre le discours et la réalité, des fois, il y a un large fossé. Entre le discours et la réalité, Madame Soir, c'est des négociateurs. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à l'invitation pour l'émission Merci à vous, Entretien. surtout. Et bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Dizaine. À dimanche prochain pour un autre entretien. Bonsoir.